Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Merci de choisir Film FM. Bienvenue dans ce Film Soir. Le sommaire, reprise ce lundi des audiences du procès des événements du 28 septembre à 2009. Ce jour, le dossier est entré dans la phase de l'audition des témoins. Vous aurez des réactions dans ce journal. Et les organisations de défense des droits de l'homme ont montré leur satisfaction quant à la reprise du procès ce lundi. C'est le cas de la FIDH qui, tout de même, invite les autorités à renforcer la sécurité autour de cette affaire. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Procès des événements du 28 septembre à 2009. Les débats ont repris ce lundi 13 novembre devant le tribunal criminel de Dixine. Délocalisé à la cour d'appel de Conakry, le dossier est entré dans sa phase de l'audition des témoins. Sur les nombreux témoins présents dans la salle dans la matinée, seul Thibou Camara a été appelé à la barre. Les autres ont été confinés et dans une autre salle aménagée à cet effet comme le prévoit la loi. Et pendant que l'ancien ministre s'apprêtait à prendre la parole, les avocats de la défense ont demandé la parole pour poser des préoccupations autour de la qualité des témoins devant être entendus par le tribunal. Maître Pépé Antoine Lama a été le premier à lancer le débat. On l'écoute. En matière criminelle, la citation des témoins obéit à une procédure réglementée à l'article 390 du Code de procédure pénale que je peux, avec votre permission, lire. Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé. L'accusé notifie au ministère public. Et s'il y a lieu à la partie civile, 72 heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qui désirent faire entendre en qualité de témoins. Ce qui veut dire que seules les personnes visées dans la citation, qui a été servie au moins 72 heures avant le 28 septembre 2022, peuvent être entendues ici en qualité de témoins, parmi lesquels le ministre Thibou Camara. Mais en dehors, Monsieur le Président, de la défense, c'est le cas de Maître Alain Sinesila, un des avocats du commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. Lui aussi parle des mêmes problèmes, mais avec d'autres argumentaires. On écoute Maître Alain Sinesila au micro de Sékou Diaté Camara. Monsieur le Président, à cette phase, je pense bien que on aurait dû commencer par faire application des dispositions des articles 417 et 418 du Code de procédure pénale. L'article 417 dispose que le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé s'il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. L'huissier des services fait l'appel de ces témoins. Monsieur le Président, à cette phase, le tribunal criminel aurait dû commencer par nous donner la liste des témoins appelés par toutes les parties. Et ces listes-là sont versées au dossier de la procédure. Et ça, c'est bien avant l'ouverture de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 390. Ce sont ces témoins-là qui doivent être entendus, pas d'autres témoins. Les préoccupations ont été posées par les uns et les autres et le parquet n'a pas tardé à leur répondre. Pour Elhadj Sidiki Camara, substitut du procureur, la solution aux préoccupations des avocats réside dans les dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale qu'il explique au micro de Sékou Diaté Camara. Monsieur le Président, pour répondre à ces différents problèmes qui sont soulevés par la défense, nous allons vous dire tout de suite qu'ils ont donné lecture de tous les articles du Code de procédure pénale, sauf l'article 422. Ils ont sauté cet article-là parce qu'ils savent que le problème qu'ils soulèvent, c'est cet article-là qui résout. L'article 422, Monsieur le Président. Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction. Même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction. Ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Je pense, Monsieur le Président, par rapport à la comparaison des témoins, les débats sont clos.
Et après plusieurs dizaines de minutes de suspension, le tribunal a rejeté la demande de nullité des citations de témoins faites par les accusés et a ordonné la déposition des témoins en application des dispositions de l'article 13 de la loi L013 fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des personnes en situation de risque 422 et 424 du Code de procédure pénale. Il a dit que les autres demandes relatives à la sécurité des avocats et au difficile accès aux accusés à la maison centrale ne relèvent pas de ses compétences. C'est ainsi que la déposition des témoins a commencé. Le bal a été ouvert par Thibaut Camara, ancien ministre chargé de la communication auprès du chef de l'État et le ministre de la Défense Soudadis. Mamadou Ali Bangora revient sur un pan de sa déposition. Il a commencé son témoignage par le voyage que le capitaine Moussa Dadis Camara et son équipe ont effectué au centre-ville de la baie, à Moine-Guinée. À l'époque, j'ai posé la question au capitaine Dadis pour connaître la motivation exacte qui le poussait à se déplacer sur un territoire jugé hostile et inhospitalier pour un président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être le président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Et en tant que soldat et serviteur, il ne voudrait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui est autorisée et une autre partie qui lui est interdite. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation des notables de la baie, qu'ils ne pourraient pas faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation, a précisé l'ancien ministre de la Communication auprès du chef de l'État et le ministre de la Défense. Thibaut Camara a ajouté que le voyage s'est très bien passé. Les populations de la baie ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Sur le retour, a-t-il rappelé, l'équipe a fait un arrêt dans une station-service. Dadis et un groupe d'un côté, lui Sekouba et d'autres personnes de l'autre. C'est à cet endroit que les discussions ont commencé entre lui et le ministre de la Défense à propos de la manifestation des forces vives qui était projetée. Il dit avoir demandé à son interlocuteur d'engager des pourparlers avec les leaders en vue de trouver un accord pour éviter toute confrontation. Cet appel est tombé dans les oreilles du président, même s'il est resté sceptique, ne voyant pas les raisons de manifester pour les leaders politiques avec lesquels il entretenait de bons rapports selon Thibaut. N'ayant donc pas senti une inquiétude particulière chez le président, il dit n'avoir pas insisté outre mesure. C'est sur cette note qu'ils sont rentrés à Conakry en ordre dispersé, a indiqué le témoin. Et la Fédération internationale des droits de l'homme se réjouit de la reprise des audiences dans ce dossier du 28 septembre 2009. Le secrétaire général de la FIDH, qui a pris la parole ce lundi dans l'émission Mirador, a tout de même insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité autour de cette affaire. Maître Idrissa Traoré estime que l'attaque de la maison centrale plonge les victimes dans l'inquiétude sur la question de Claude Pivy. Un des accusés dans cette affaire toujours en cavale, cet avocat de la FIDH pense que cela ne doit pas freiner la poursuite du procès. Bani Sidibé. Dans sa prise de parole, la question de sécurité a été la principale préoccupation du secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, même si Maître Idrissa Traoré apprécie la reprise du procès du massacre du 28 septembre 2009, il ne cache pas aussi son inquiétude. Nous sommes heureux que les audiences reprennent. Ce procès, qui est important pour nous, doit aller jusqu'à son terme, mais en même temps, nous sommes inquiets parce que ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry, nous ne sommes pas en sécurité. Que va-t-il advenir si des parties civiles sont attaquées? Et donc, nous sommes inquiets. Selon le constat, c'est le même dispositif sécuritaire constaté à la reprise de ce procès après l'attaque de la maison centrale. Maître Idrissa Traoré souhaite que la sécurité soit davantage renforcée. Il est important qu'en liaison avec le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et l'ensemble des parties prenantes, qu'une réflexion soit menée le plus rapidement possible pour identifier les points nécessaires et déterminer les mesures à prendre pour que chacun puisse se sentir en sécurité et pour participer de façon sereine à ce procès. Pour cet avocat de la FIDH, le fait que le colonel Claude Pivy soit toujours en cavale, cela constitue un véritable danger pour la survie de ce procès. Et beaucoup de choses se sont dites. Certaines parties civiles ont clairement indiqué le nom du colonel Claude Pivy. Dans toute cette situation, il est évident que les victimes, les avocats des victimes sont inquiets parce que on se dit à tout moment, des choses peuvent intervenir, donc on est inquiet. Cette reprise intervient après 2 semaines de débrayage des avocats à l'appel du barreau de Guinée suite à une altercation entre un des leurs et le procureur par intérim du TPI de Koya.
Et parlons santé dans ce journal pour évoquer le tabagisme, qui est une intoxication aiguë ou chronique de nature physiologique et psychique provoquée par l'abus du tabac. Selon Dr Malik Kamara, médecin généraliste, cette pratique est à l'origine de plusieurs maladies, notamment le cancer du poumon et tant d'autres. Malgré cet état de fait, les consommateurs continuent à en consommer. Et pour endiguer le phénomène, Yamoussa Bangoura, coordonnateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée, invite les autorités à prendre des sanctions drastiques contre les fournisseurs du tabac. Mawa et Vassila. Le tabagisme constitue un problème majeur pour la santé publique. De nos jours, il est présenté comme l'une des premières causes de décès chez les fumeurs. Dr Malik Kamara, médecin généraliste, revient sur les conséquences de la consommation du tabac. La première conséquence d'abord, c'est une maladie pulmonaire que la personne va avoir. Et on peut avoir aussi la bronchite, les cancers du poumon. Et toutes ces maladies-là concourent à la mort. Donc pour avoir une bonne vie et une vie pulmonaire saine, il faut arrêter de prendre le tabac. Le tabagisme endommage quasiment chaque organe dans le corps. Malgré ce fait, cela n'empêche pas Cheikh Ahmed Sako de fumer. Il nous explique pourquoi il fume. Je connais bien l'habit dangereux pour la santé, je le sais. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je fume parce que j'ai le plaisir de fumer, parce que ça me fait oublier beaucoup de choses, beaucoup de soucis. Ça fait plus de 10 ans que je fume. Je me sens à l'aise. Interrogé sur la question, le coordinateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée invite les autorités à appliquer des mesures aux fournisseurs de tabac. Yamoussa Bangoura. La consommation de la cigarette aujourd'hui va décrescendo. Et qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut que l'État puisse vraiment prendre des dispositions et appliquer les lois, les arrêtés ou les décisions qui avaient été prises par l'État. La vente de la cigarette aux mineurs, la consommation de la cigarette dans les lieux publics. La consommation de tabac a longtemps été considérée par bienveillance comme une habitude personnelle, sans doute pas très saine. Aujourd'hui, la fumée de cigarette est reconnue comme la première cause de maladie et de décès. La deuxième phase de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte a été officiellement lancée ce lundi au camp Samoré Touré dans la commune de Kaloum. Cette initiative du ministère de la Défense en partenariat avec le ministère de la Santé concerne les militaires, leurs familles et la population civile de la zone spéciale de Conakry. L'objectif est de dépister de manière précoce des troubles visuels et de les prendre en charge. Aboubakar Sidiki Kamara nous fait le point. Ce sont au total 500 patients qui vont bénéficier d'une prise en charge gratuite lors de cette deuxième phase de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte. Une étape qui fait suite à la campagne de dépistage. Colonel Abdel Kiamoko Diallo, directeur adjoint de l'hôpital militaire de Conakry. On opérait ces cataractes dans les structures sanitaires à 25 millions. Les deux yeux. Donc si aujourd'hui on a fait appel à la population de les opérer gratuitement, l'objectif c'est quoi? C'est de retrouver toute la population guinéenne avec la vision saine, sans cataracte. Pour cette première journée, ce sont 40 patients qui ont suivi l'intervention chirurgicale dans cet hôpital au standard international. Des malades qui vont être suivis, a précisé le chef de service ophtalmologique de l'hôpital militaire de Conakry, médecin capitaine Alpha Ibrahima Baldé. Le suivi, le lendemain, ils viennent, on va faire le pansement. À 4e jour post-opératoire, ils viennent. Au 8e jour post-opératoire, ils viennent. Au 20e jour, durant 6 semaines, ces patients-là seront suivis. La bande sur un œil et l'âge Ali Ouba, octogénaire, fait partie des premiers patients à subir l'intervention chirurgicale. Visiblement soulagé, il ne cache pas ses sentiments. C'est pas tout le monde qui peut faire face aux frais pour l'opération des yeux. Si le gouvernement initie pour aider la population, c'est une très bonne chose. Cette campagne de chirurgie gratuite de la cataracte qui a débuté ce lundi va s'étendre sur 5 jours. Au-delà de ceux qui ont été identifiés lors de la campagne de dépistage, d'autres personnes souffrant de cette pathologie pourraient également être prises en charge gratuitement, a fait remarquer le directeur général de cet établissement sanitaire. Les tracasseries policières font surface. Plusieurs entre 20 000 et 30 000 francs guinéens. Et ce lundi, syndicats et transporteurs de la gare routière de Bambeto ont expliqué le calvaire auquel ils font face. Nos reporters Alceni Diallo et Ibrahima Diallo y ont fait un tour. Suivez leur reportage. Depuis l'évasion à la maison centrale de Conakry, plusieurs barrages ont été remis d'urgence, notamment sur la route nationale numéro 1. L'objectif est d'effectuer un contrôle minutieux à la recherche d'un des fugitifs, pas des moindres. Il s'agit du colonel Claude Pivy.
Sauf que des usagers de la route et transporteurs vivent amèrement la présence de ces postes de contrôle. À la gare routière de Bambeto, ils sont nombreux à se plaindre de ce qu'ils qualifient de tracasseries policières. Sur place, nous avons rencontré Sidi Kanté, transporteur sur le trajet Conakry-Labé. Avant, partout, si on vient, on présente les papiers, on passe. À défaut de cela, s'ils disent autre chose, maximum, on les donne 5 000. Maintenant, ils disent que même si on a des papiers au complet, il faut qu'on leur donne 20 000. Si tu refuses de leur donner 20 000, tu donnes les papiers, ils contrôlent que le papier est au complet. Parfois, ils viennent dire que c'est surcharge, c'est autre chose. Cette situation que traversent les transporteurs est jugée inadmissible par leur syndicat. Assis dans son bureau, El Hadj Mamadou Yaya Baldé, secrétaire général de la section syndicale commune de Ratoma, dénonce. Nous le parlons à travers les informations que nous sommes en train de recevoir avec nos conducteurs, nos chauffeurs adhérents. Si ceux-là qui sont au barrage savent qu'ils sont allés là-bas pour une autre mission, ils ne doivent pas l'accumuler ça avec des tracasseries routières, demander des documents de conducteurs. Donc cette tracasserie est là. Et il faut payer l'argent dans les mains. Dans quelles conditions il faut payer l'argent? C'est pourquoi El Hadj Mamadou Yaya Baldé, secrétaire général de la section syndicale communale de Ratoma, demande aux autorités de prendre des dispositions pour ne pas que la population en paye le prix. Je demande aux agents de la circulation routière qui sont en train de sécuriser la population, qu'ils sécurisent la population, qu'ils continuent à la sécurisation de la population sans le tracasser. Qu'on nous aide à transporter paisiblement et sans qu'on ne soit tracassé pour ne pas qu'on tracasse. Parce que dès lors qu'on enlève de l'argent dans les mains de transporteurs, dans les mains de chauffeurs, les chauffeurs essayeront de mettre ça sur le dos de la population. En attendant que les dispositions ne soient prises, les transporteurs et usagers de la route vont devoir prendre leur mal en patience. Sport pour clôturer ce journal, le Sili national dames U20 a été sèchement battu 3-0 hier dimanche par le Maroc au compte du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Colombie 2024. Le sélectionneur Sekouba Kamara, jouant ce lundi par Oumouratou Diallo depuis El Jadida au Maroc, est revenu sur plusieurs manquements qui expliqueraient la déroute de ces joueuses face aux U20 marocaines. Il a pointé du doigt notamment l'état de la pelouse. Le technicien se veut cependant rassurant avant la manche retour. Suivez. Le Maroc se mue en véritable bête noire des U20 guinéennes. Après des matchs amicaux qui se sont soldés par des défaites il y a quelques mois à Conakry, cette fois c'est en éliminatoire de Coupe du Monde qu'elle s'offre la Guinée. Sekouba Kamara, sélectionneur des U20 à sa thèse sur la défaite. Après, ils ont arrosé le terrain. Donc là, il y a certaines filles qui c'est leur première fois. Donc il y avait de la complexe, surtout on a pu tenir les 20-23. Par après, les erreurs sont venues, ça nous a coûté, on a encaissé 2 buts en première. En deuxième 45, on est sorti, on a poussé. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. À la dernière minute, ils ont marqué le 3e but. L'état d'esprit devrait être différent de celui affiché lors du match aller. Le sélectionneur reconnaît qu'il y a un boulot à ce niveau. Au fait, moi, j'ai parlé avec les filles, c'est-à-dire il ne faut pas toujours réagir, il faut agir avant le match. Il faut agir. Donc, moi, c'est là-bas que je dois corriger parce qu'on n'a pas agi en première 45. Juste en deuxième 45, on a réagi. Donc, il faut toujours attaquer. Surtout, on n'a rien à perdre maintenant. L'approche sera bien différente pour le second round. Sekouba Kamara se montre confiant. Il a la recette pour stimuler ses joueuses. On a joué une première 45, ça reste le deuxième 45, c'est-à-dire le match retour. Donc on se prépare conséquemment ce qui a été d'améliorer ça et ce qui n'a pas été de corriger. Le gros problème, là où nous on est logé, là où on joue, c'est à 80 km, c'est-à-dire 1h30 minutes de route. Donc vous voyez, c'est pas facile. On n'a pas fait la reconnaissance du terrain et puis on quitte ici le jour du match pour aller jouer là-bas. Le match retour est prévu le 18 novembre prochain, toujours au Maroc. Et c'est tout pour ces infos sur le plan national. Tout de suite, le Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Au Burkina Faso, une semaine après le massacre dans le village de Zango, l'Union européenne et le département d'État américain ont appelé ce week-end les autorités à ouvrir une enquête sur cette attaque. Selon différentes sources, notamment nos confrères de Jeune Afrique, près d'une centaine de civils ont été tués le 6 novembre par des hommes armés non identifiés dans ce village situé à 100 km au nord-est de Ouagadougou. Le coup d'envoi a été donné ce 13 novembre 2023 au Kenya pour le 3e round de
négociations mondiales pour réduire la pollution plastique. Des délégués de 175 pays se retrouvent à l'Office des Nations Unies à Nairobi pour discuter de cette question durant 5 jours. Objectif, rédiger un trait pour réduire la pollution plastique dans le monde. L'armée russe a affirmé avoir mené des frappes aériennes ce week-end sur un groupe djihadiste dans la région d'Idlib en Syrie, au nord-ouest, dernier bastion rebelle du pays, en assurant avoir tué une trentaine de combattants. Le 11 novembre, les forces aérospatiales russes ont mené des frappes aériennes dans la province d'Idlib sur des sites de formations armées illégales et ont participé à des tirs sur des positions de l'armée gouvernementale syrienne, a indiqué l'armée russe dans un communiqué publié dimanche 12 novembre au soir. Et l'Union européenne et ses membres préparent une contribution financière substantielle au fonds pertes et dommages climatiques des pays vulnérables, ont annoncé ce lundi le commissaire européen chargé du climat et le président émirati de la COP 28, Sultan Al-Jaber. C'est tout pour ce Transinfo. Tout de suite, le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Et dans ce grand format de ce lundi, on s'intéresse au théâtre guinéen qui est en voie de disparition. C'est en tout cas qu'ont confié les acteurs culturels que nous avons interrogés, alors que durant le Premier Régime, le théâtre occupait une place de choix dans la sphère de la culture guinéenne. De nos jours, il penche vers son déclin. Et peu de gens s'y intéressent et ceux qui s'y adonnent tirent le diable par la queue. Suivez cet élément de reportage de Mamoudou M. Condé. Le théâtre a joué un rôle important dans la création de l'identité nationale et la diffusion des idéaux politiques pendant le premier régime de la République de Guinée. Pendant cette période, les ballets africains de Guinée et d'autres ensembles théâtraux ont atteint leur apogée. Selon Jai Tegui, une comédienne originaire de la Guinée, le théâtre est actuellement en train de disparaître. Aujourd'hui, le théâtre guinéen est en train de mourir et quelquefois c'est vraiment très déplorable, honnêtement, parce que quand tu vas ailleurs et que tu vois combien de fois les gens prennent le théâtre à cœur, la culture d'ailleurs en général, et que quand tu viens chez toi, tu vois combien de fois la culture est piétinée, ça écœure vraiment. Elle critique le manque de soutien et d'accompagnement du ministère de la Culture depuis plusieurs années et souhaite qu'il soit équipé des ressources nécessaires pour soutenir les acteurs. Honnêtement, le théâtre n'est pas considéré. Quelquefois, même quand tu as besoin d'un seul billet et que tu vas à notre ministère, souvent tu entends, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget. Après, moi, je me demande à quoi ça sert de mettre un ministère et sans budget de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas une première, c'est tout le temps, ça se répète, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les gens sachent que la culture, c'est l'identité d'un pays. Quand cette culture-là est bafouée, si je peux me le permettre, quand cette culture n'a pas de considération et que, c'est-à-dire, on la regarde seulement quand c'est nécessaire de regarder, je pense que le pays va à l'envers. Cependant, le théâtre est un moyen d'expression et de communication qui permet de faire des échanges et de transmettre des messages. Il peut aborder des sujets variés, tels que la politique, la société, l'histoire, la morale et l'humour. Il peut aussi susciter des émotions, des réflexions et des débats chez le public, selon la dramaturge Fatou Sagnan. Le théâtre permet aux uns ou aux autres d'utiliser un texte dénonciateur, un texte poétique, un texte philosophique pour communiquer une réalité au public. Donc, c'est un créneau de communication le plus adapté possible pour toucher du doigt les cibles à travers une réalité, à travers une dénonciation liée à des tares de la société. Créer et diffuser des spectacles uniques, innovants et diversifiés. Selon Biliaba, directeur des studios Kira et du festival Univers des mots, cela pourrait impliquer de soutenir les acteurs, les metteurs en scène, les comédiens, les techniciens et les producteurs, ainsi que de favoriser les collaborations entre les différents acteurs du secteur. Redynamiser le théâtre, et c'est la part de tous les maillons de la chaîne, en fait, de la création à la diffusion, à l'accès au marché, c'est ce qu'il faut. Et pour ça, il faut, je pense que tout de suite, accompagner la structuration, aider les structures qui sont là à être plus solides à travers l'accompagnement de leur fonctionnement, mais aussi les aider pour les structures qui ont des lieux, équiper ces lieux-là, favoriser la diffusion des créateurs. Il souligne également que la Guinée dispose de 4 festivals qui permettent aux acteurs de se faire connaître, de confronter d'autres esthétiques, de se développer et de se perfectionner. Ils peuvent également encourager la créativité, l'innovation et l'expérimentation au théâtre. Les festivals sont des vitrines
pour tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, qui leur permet non seulement de rencontrer leurs collègues qui viennent d'ailleurs, mais qui leur permettent aussi de montrer le travail qu'ils font tout en espérant des programmations ailleurs. Donc, on est quand même aujourd'hui, on a 4 festivals et je trouve ça super bien. Le Théâtre national de Guinée doit faire face à de nombreux problèmes tels que le manque de ressources financières, de matériel de formation et de diffusion. Ainsi, il est impératif que l'État guinéen accorde un grand soutien à cette institution qui contribue à l'avancement culturel et social du pays. Merci à vous, M. Condé, pour ce grand format. À présent, nous partons avec l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Des activistes des droits de l'homme se réjouissent de la reprise du procès du massacre du 28 septembre, une semaine après l'attaque de la maison centrale. Mamadou Kali Diallo salue surtout la comparution de nouveaux témoins dans ce dossier qui focalise les attentions. Interrogé ce lundi par notre rédaction, son responsable de la plateforme Démocratie sans violence s'est exprimé sur d'autres sujets d'actualité. Il répond aux questions de Amadou Ourébaré. Monsieur Mamadou Kali Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Actualité oblige. Comment réagissez-vous suite à la reprise du procès du massacre du 28 septembre? L'annonce faite par les autorités allant dans le sens de rassurer les citoyens, les acteurs impliqués au procès, ça a été entendu. Et nous en réjouissons parce que vous savez combien de fois ce procès revêt une importance capitale en matière de lutte contre l'impunité. Donc nous ne pouvons être qu'heureux et encourager la continuité sans rupture ce procès. Justement, M. Kali Diallo, lors de cette ouverture, ce lundi donc, les avocats des victimes ont exprimé leurs craintes justement par rapport à la sécurité des victimes qui comparaissent à la barre. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis? C'est clair que cet avis est partagé. Aujourd'hui, la question de la sécurité des acteurs impliqués au procès se pose. Les victimes, les avocats, voyez-vous, vous avez suivi l'attaque du 4 novembre et aussi il y a toujours des fugitifs. Voilà. Donc, voyez-vous, cela pose des inquiétudes sérieuses par rapport à la sécurité et nous pensons que les autorités prendront toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer la sécurité de tous les acteurs impliqués au procès pour que cela n'affecte pas la confiance ou la crédibilité acquise au sein de ce procès depuis son ouverture jusqu'à nos jours. Monsieur Kali Diallo, le procès prend une nouvelle tournure. On a quand même noté la présence de nouveaux témoins, dont l'ancien haut commandant de la gendarmerie général Baldé, également l'ancien ministre Tibou Camara, qui sont appelés à la barre pour donner leur version des faits. Qu'est-ce que cela vous inspire aussi? C'est une autre phase importante. Vous savez, on a fini 2 phases aussi importantes. Il y a eu l'audition des accusés, nous avons suivi le passage des victimes et aujourd'hui c'est une autre phase aussi, preuve que le procès se déroule et pour le moment il se déroule à part la question sécuritaire, en tout cas parlant de la posture du tribunal, nous avons une confiance que par rapport à son impartialité, par rapport au respect du principe de présomption d'innocence et nous osons espérer qu'à la lumière des choses le droit sera dit et rien que le droit et ce procès obéira aux normes d'un procès juste et équitable, c'est-à-dire que tous ceux qui seront retenus dans les lieux de culpabilité subiront la rigueur de la loi et s'il y a au box des accusés qui ne le seront pas, vont recouvrer la liberté et que les victimes seront rétablies dans leurs droits. Bien, M. Kali Diallo, toute autre facette de cet entretien, il y a des citoyens qui portent de graves accusations sur les services de défense et de sécurité. Et après donc la fuite d'un des principaux accusés dans ce massacre, beaucoup de citoyens se plaignent des bavures policières. Est-ce que vous êtes surpris de cette attitude des services de sécurité à l'endroit des citoyens? Non, surpris non. Vous savez, j'œuvre dans le cadre de la documentation des violations. Surprise, pas tout à fait. Sauf que je vais appeler au professionnalisme, au respect des règles, au respect des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a une norme qui stipule et qui est reprise par la charte compte tenu de son importance, qui stipule qu'aucune situation ou d'exception d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Autant je presse pour qu'on retrouve les fugitifs
afin d'assurer davantage les victimes, et les témoins et les autres acteurs impliqués au procès, autant je prône pour le respect de l'intégrité physique et morale, le respect des règles et procédures par rapport aux formes d'interpellation et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait construire cet état de droit. Monsieur Mamadou Kali Diallo, je rappelle que vous êtes activiste des droits de l'homme et merci d'avoir accepté de vous prêter aux questions de FIM FM. Surtout, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de FIM FM. À moi de vous remercier, ce n'est qu'un devoir. Merci à vous. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Et voilà, mesdames et messieurs, cette interview met fin à ce journal. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, à la technique, ainsi qu'à Mamadou Ali Bangora pour la réalisation. Nos programmes se poursuivent sur FIM FM Guinée.